Sur cet aspect assurance initié par Marie-Agnès, je voulais vous parler aujourd'hui, en ce qui concerne l'actualité de la réglementation en assurance, il y a un point qui peut particulièrement résonner avec tout ce que vous avez entendu depuis ce matin, c'est un projet sur les infrastructures. Les infrastructures et tout ce qui a été dit, les initiatives de la Commission, ont aussi un impact côté assurance, et c'est un sujet d'actualité, et c'est pour ça que je vous propose de commencer par ce point. Alors, ça ne fonctionne pas. Voilà, de commencer par ce point, et je terminerai également un petit clin d'œil à Sapin 2, qui avait été partiellement, enfin sur certains aspects présentés par mon collègue précédemment, et on va compléter sur des dispositions spécifiques assurance. Mais avant tout sur les infrastructures. Alors les infrastructures, c'est un sujet d'actualité parce qu'on en parle actuellement sur le calibrage de solvabilité 2 et de comment calibrer les infrastructures. C'est pas tout à fait nouveau. Première initiative, et ça avait été rappelé ce matin par Véronique, c'était dans la liste des plans d'action de Juncker lorsqu'il voulait relancer l'économie en Europe. Il y a un point, c'était de modifier solvabilité 2, qui n'était pas encore en application, mais qui était quand même bien finalisé, de modifier solvabilité 2 pour traiter spécifiquement les projets d'infrastructure. Alors je vais insister sur ce terme. Ce qui était visé l'an dernier sont uniquement les projets d'infrastructure. Entendre un SPV qui porte un projet en particulier. Et donc la Commission, suivant les conseils, à partir des conseils d'EIOPA, EIOPA c'est l'ESMA mais côté assurance, c'est l'entité supranationale côté assurance, à partir de cette proposition d'EIOPA, a publié un amendement au règlement délégué de solvabilité 2 en septembre de l'an dernier. Alors le temps que le délai d'opposition du Parlement et du Conseil se passe, aucune objection n'a été relevée, même si certains parlementaires avaient critiqué un peu certains aspects de cet amendement. L'amendement n'a pas été rejeté, l'amendement du règlement délégué, donc il est entré officiellement en vigueur au 1er avril de cette année, 1er avril 2016. Sachant que Solva 2, je vous le rappelle, est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Donc bon, petit chevauchement de calendrier. Tout ça s'est passé en bonne intelligence. La Commission européenne avait incité les gens à appliquer l'amendement dès le premier jour de solvabilité 2, même si celui-ci était encore dans une certaine instabilité juridique, puisqu'on ne savait pas encore si le Parlement allait refuser ou pas. La CPR avait communiqué le même message à la profession. Faisons comme si l'amendement passait le délai d'objection, et dès le premier jour de solvabilité 2, voyons quels sont les impacts de la modification proposée par Juncker et sa commission, et leur commission. Donc là, c'était vraiment sur les projets d'infrastructure. Ça avait donné un calibrage, on va dire entre guillemets, avantageux pour les projets d'infrastructure, où le choc était réduit d'à peu près 40% sur les détentions type equity dans les projets d'infrastructure, et d'environ 30% sur les chocs sur la dette que pouvaient émettre des projets d'infrastructure. Donc vraiment une volonté de la Commission de faire un geste envers les projets d'infrastructure. Alors je me permets juste une petite parenthèse, parce que je ne vois pas beaucoup d'assureurs dans la salle, donc certains termes sont parfois abscons dans le monde de solvabilité 2 pour des non-praticiens. Quand on parle de choc, donc par exemple sur les types actions dans les projets d'infrastructure, enfin la tranche action dans un projet d'infrastructure, on dit qu'elle est choquée à 30%. Ça ne veut pas dire que pour 100 € investis dans ce type d'investissement, vous devez avoir 30 € de fonds propres. Il y a un lien complexe entre le paramètre qui est dans la réglementation de solvabilité 2 sur le choc à appliquer sur un investissement, donc qui est de 30% pour les projets d'infrastructure, alors qu'il aurait dû être de 39% pour une action classique, donc on passe de 39 à 30. Il y a tout un chemin pour arriver de ce 30 à l'exigence en fonds propres, qui passe par la diversification entre les différents risques, qui passe par les capacités d'absorption des pertes par les assurés, qui passe par la capacité d'absorption des pertes par les impôts différés. Donc au final, passer de 30 à l'exigence finale des fonds propres n'est pas direct et surtout est spécifique à chaque organisme.
dire qu'il n'y a pas de règle générale sur le marché. Donc c'est pour ça que souvent on voit des non-praticiens s'émouvoir, de dire oh là là, mais une action c'est 39%, ça veut dire que pour 100 euros je dois mettre 39 euros de fonds propres. Non, c'est plus complexe que ça. C'est un monde un peu complexe, et donc le lien n'est pas direct. Cependant, clairement, en réduisant le choc de 39 à 30, il y a eu un geste favorable pour les infrastructures, pour les projets d'infrastructures. Donc ça, le champ est clos, l'amendement est officiellement en vigueur depuis le 1er avril, on aurait pu s'arrêter là. Alors, première conséquence, c'est que quand on change la formule standard, quand on change le cadre quantitatif de solvabilité 2, ben ça a des impacts sur le reporting, ça a des impacts sur les aspects qualitatifs. Et donc là, bon, ben, on s'adapte, on modifie un peu le reporting pour s'adapter à l'amendement de la commission. Et l'EPA a d'ailleurs publié la semaine dernière un amendement de ce qu'on appelle les QRT, c'est-à-dire l'équivalent de monde bancaire, je ne sais plus le nom, c'est tous les templates que les assureurs doivent envoyer à leur superviseur, puis ensuite à l'EPA, introduit par Solvabilité. Ça, c'est la première conséquence. On aurait pu s'arrêter là. Non, la Commission a souhaité aller plus loin et a demandé à l'EPA de réfléchir sur les entreprises d'infrastructure, c'est-à-dire les boîtes dont la principale activité est de gérer des infrastructures, qui étaient complètement exclues de la première phase, qui était sur des projets, donc vraiment des véhicules très spécifiques. Là maintenant, on étend, et la Commission demande à l'EPA, ben, qu'est-ce qu'on fait pour les entreprises d'infrastructure? EIOPA a donc été saisi du sujet et s'est occupé, je pense, une grosse partie du premier semestre pour dire ben, qu'est-ce qu'on va faire sur les entreprises d'infrastructure. D'abord les définir, parce que c'est pas évident comme ça quand on parle d'entreprise d'infrastructure de voir ce que c'est. La première tâche a été la définition de ce type d'entité, et notamment une réflexion sur les secteurs qui sont considérés comme infrastructures, ou du moins qui seraient éligibles à un traitement privilégié. Donc là, une première liste a été proposée en consultation publique en avril. La consultation publique s'est terminée en fin mai, en disant par exemple, ben, les infrastructures sur les télécoms, ça pose un peu de problème, parce qu'au vu des données de marché qu'on a, c'est vraiment un investissement assez volatile. Très volatile par rapport à d'autres infrastructures. Il n'est pas proposé de dire, ben voilà, les télécoms, je ne les mets pas dans cette nouvelle catégorie d'investissement en entreprise d'infrastructure qui bénéficierait d'un chèque réduit, parce que les analyses quantitatives que je peux faire sur ce secteur montrent une certaine volatilité. Donc on exclut. On exclut certains secteurs. On rajoute des critères. Alors EIOPA s'est vraiment inspiré des critères qui avaient déjà été utilisés pour les projets d'infrastructure, notamment sur tout ce qui est prédictibilité des cash flows, contexte juridique, maturité de l'investissement, et on les adapte, parce que maintenant on passe d'une coquille d'un SPV à une entreprise. Donc l'idée, c'est trois grands principes: prédictibilité des flux financiers, structure financière et gestion des risques. Qualitativement, c'est les trois aspects qui permettent de dire qu'une infrastructure peut avoir un taux de recouvrement beaucoup plus important en cas de faillite, et que c'est un investissement un peu plus sûr. La conclusion, ensuite, donc ça c'est la définition et les critères. La conclusion d'EIOPA, c'était de proposer, enfin, pour l'instant c'est quelque chose qui a été soumis à consultation, donc pas encore la définition. Mais ce qui avait été soumis à consultation de l'industrie, c'était de proposer une réduction du choc, donc de 39% pour ce qui est des actions cotées dans des entreprises d'infrastructure, de 39% de choc, on passerait à 36%. Vous allez me dire, c'est pas forcément beaucoup. Les 36%, c'est ce qui est observé à partir des données financières qu'on a pu avoir, que l'EPA a pu avoir sur ce type d'investissement. Par contre, là où ça devient un peu plus avantageux, c'est sur tout ce qui est actions non cotées dans des entreprises d'infrastructure où le choc était de 49%. Là, il se passerait également à 36%. Donc là, on voit quand même une certaine marge. Ce 36%, EIOPA, quand il est saisi par la Commission, EIOPA ne fait pas la loi. Comme la CPR, on dit souvent les régulateurs. Les régulateurs, c'est la Commission européenne. EIOPA, au niveau européen, la CPR au niveau national, nous sommes des superviseurs. Et nous sommes là appelés par la Commission pour donner un avis technique. Donc,
C'est vrai que ben voilà, on nous dit c'est quoi le calibrage pour les entreprises d'infrastructure, on prend les données de marché, on fait nos calculs de VAR, parce que la SOLVA 2, ça vous devez le savoir, repose sur une VAR à 99,5, donc on fait la VAR à 99,5 sur les données qu'on a, on arrive à 36%. Là, c'est l'avis du technicien à la commission. Ensuite, on va voir ce que la commission fera. Encore une fois, la commission, dans son rôle de régulateur, on ne peut pas juger pour elle, on ne sait pas ce qu'elle fait. Je vous ai parlé beaucoup du choc action, il y a aussi toute une réflexion sur le choc de la dette des entreprises d'infrastructure, parce que c'est quand même une partie importante des investissements que les assureurs peuvent faire dans le monde de l'infrastructure. Au moment de la consultation du papier sorti par l'IEPA, il n'y avait pas encore de proposition de réduction du choc de la dette. Là, les travaux ont continué et on arrive en collectant pas mal de dettes d'infrastructure ou autres, on a du mal à trouver un calibrage différent de celui qui est dans la formule standard. Sachant que celui qui est dans la formule standard correspond à quand même une vision assez plus gentille, on va dire, que ce qu'on pourrait vraiment avoir si on faisait une VAR 85 sur les titres corporate. On voit une différence entre un investissement corporate et un investissement en infrastructure sur la dette. On a du mal par contre à comparer les résultats qu'on a sur la VAR d'une infrastructure par rapport aux chiffres qui ont été gravés dans le marbre dans le règlement délégué. Donc ça, vous l'aurez bientôt à la publication de l'avis final de l'État. Sur un peu le calendrier et l'organisation des travaux, donc le consultation paper est terminé, la consultation est terminée, il y a eu énormément d'échanges avec l'industrie, et notamment les praticiens de l'industrie sur les infrastructures, parce que c'est quand même quelque chose d'assez spécifique. Beaucoup de commentaires ont été reçus de gestionnaires d'actifs, de spécialistes en infrastructure, d'assureurs. Vous devrez avoir normalement à la fin du mois l'avis final des IEPA. Cet avis ensuite donc, est envoyé à la Commission européenne, mais par contre l'IEPA le fait publiquement, c'est une bonne pratique de transparence, donc il remet publiquement son avis à la Commission européenne. La Commission européenne, ça on attend ça plutôt au deuxième semestre de l'année, verra s'il est pertinent ou non de faire un calibrage spécifique sur les entreprises d'infrastructure. Et si oui, si elle trouve que c'est pertinent, on aura le calibrage qu'elle propose. Elle n'est pas obligée de suivre l'avis des IEPA, évidemment. En tout cas, ça vous invite, si le sujet infrastructure vous intéresse, de voir un peu cette vision assurance, à regarder l'avis des IEPA et à voir ce que la Commission européenne en fait. Sur ces aspects-là, c'est vrai que quand on parle avec les gens, donc s'ils sont très axés infrastructure, ils trouvent que c'est une démarche positive de faire un calibrage spécifique pour une classe d'actifs qui, je le reconnais, est spécifique. Après, il y a aussi d'autres échos qu'on entend, c'est pourquoi changer une réglementation qui est à peine 6 mois. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. On parle déjà la première année de faire un amendement. Il y a déjà eu un amendement l'an dernier, là potentiellement on refera un amendement. C'est vrai que on peut réfléchir à la pertinence de cette. J'entendais le tsunami réglementaire. Alors, je sais que le tsunami réglementaire, c'est pas forcément ça qui est visé, mais toujours cette notion de changer une loi qui est toute jeune. Est-ce que c'est pertinent ou non? Est-ce qu'on ne peut pas attendre un peu déjà de voir qu'est-ce qui se passe sur le marché suite à Solvabilité 2? Parce que pour l'instant, Solvabilité 2 n'a jamais été vraiment appliquée, donc on ne sait pas quelles sont les conséquences de cette directive. Et concrètement, on a des anticipations, on estime, on intuite, mais on n'a pas de chiffres. Donc, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'attendre un peu, sachant que Solvabilité 2 avait prévu des rendez-vous de revue, des review clauses, des rendez-vous où on se pose la question de savoir si le calibrage est pertinent ou pas. Il y a un premier rendez-vous en 2018 sur le niveau 2, sur principalement le calibrage du SCR, genre est-ce que le calibrage qu'on a donné dans le règlement délégué est pertinent ou non, et est-ce qu'il n'y a pas eu des conséquences indues? C'est le premier rendez-vous. Deuxième rendez-vous en 2020 sur plus généralement tout le cadre sur la 2 et la directive, pour voir, pour justement ajuster si jamais il y a des conséquences non voulues de ce projet. Donc voilà, à suivre sur les infrastructures. Mais je trouvais que c'était un sujet intéressant parce qu'il peut faire le lien justement entre ce qu'on peut entendre côté bancaire, côté gestion d'actifs, nous aussi assurance,
on est dedans. Dernier point rapide pour parler d'un autre sujet. Sur Sapin 2 et la résolution. Donc la résolution, vous êtes assez familier dans le monde bancaire. Vous avez la résolution bancaire, on a maintenant un mécanisme unique de résolution au niveau bancaire. Côté assurance, ça manquait un peu. Côté assurance, on sait quoi faire avec Solva 2 en régime de croisière. On sait anticiper, on sait quoi faire si ça dévie un peu. On sait quoi faire si vraiment là on est en liquidation. Mais on n'avait pas cette petite phase entre le moment de la liquidation et le régime de croisière. Cette petite phase où vraiment là ça commence à aller très mal et que potentiellement il y aurait moyen de résoudre le problème d'une manière plus intelligente que de liquider l'organisme d'assurance. Donc il y a énormément de réflexions au niveau international sur ce sujet. Alors, ce qu'on appelle l'IAIS. L'IAIS, c'est le comité de Bâle version assurance. Il est à Bâle d'ailleurs, il est au niveau de la BMI, et c'est le groupement des superviseurs nationaux de tous les pays. Réfléchit activement sur qu'est-ce que pourrait être un cadre de résolution, quels sont les principes qui devraient guider un cadre de résolution en assurance. Également au niveau européen, l'IEPA commence à réfléchir à ce sujet-là, même si à ce jour, aucune initiative de la part de la Commission européenne n'est attendue, c'est bien annoncé, en tout cas, il y a des réflexions au niveau international. Donc voilà, l'idée pour retrouver dans cette slide, c'est que il y ait une phase où c'est l'autorité administrative qui intervienne et pas l'autorité liquidatrice. Sapin 2 introduit, en tout cas, les premières bases d'un système de résolution à la française. On s'inscrit vraiment dans la droite ligne des réflexions au niveau international, avec 3 éléments un peu clés. Tout d'abord, la possibilité de faire un transfert de portefeuille, donc son inscription dans le CMF, qui en assurance était une manière de résoudre le problème qui avait porté ses fruits, qu'on avait perdu en 2009 suite à la décision du Conseil constitutionnel. L'idée là, c'est vraiment de dire, cet assureur va mal, au lieu de liquider et donc de donner peanuts aux assurés, je transfère les contrats vers un autre assureur qui continuera à la place du premier à honorer les engagements. Le deuxième, c'est donc, dans la loi, c'est dans ces jalons de résolution, c'est de faire un point sur tout ce qui est récupération et annulation des rémunérations des dirigeants qui seraient indus. Donc pour l'instant, on n'a pas de détails, c'est juste un principe. Et le troisième principe, c'est de pouvoir mettre en place des établissements relais, un peu comme s'il se fait dans le monde bancaire, pour pouvoir recevoir provisoirement la partie bout d'assurance, bout de banque, pour pouvoir ensuite trouver un recours. Donc on en est vraiment aux prémices côté assurance sur ce sujet, mais ça valait le coup de le citer. Je vous remercie.